Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Alors au programme aujourd'hui, on va démarrer avec la data. La data, vous savez que c'est une valeur clé pour l'entreprise, mais pas seulement. C'est aussi un critère aujourd'hui décisif pour les investisseurs étrangers. Alors ce sera le sujet de mon interview avec Nicolas Loliakis, président de Kearney France, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on parlera de la publicité ciblée, l'évolution des usages, la fin programmée des cookies. On expliquera tout ça et on verra quel est l'impact pour l'ensemble de cet écosystème. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec la disruption pour analyser la décision de LG, un fabricant historique de smartphones, d'arrêter totalement toute production et vente de mobiles cet été dans le monde. Alors la data, c'est devenu un critère décisif pour les investisseurs. Bonjour Nicolas Loliakis, vous êtes président de Kearney France, un cabinet mondial de conseil en stratégie qui assiste les directions générales dans leurs problématiques de développement, d'efficacité opérationnelle et de conduite du changement. Et donc j'imagine que vous adressez aussi cette question avec elle. Votre cabinet a publié récemment son édition 2021 du FDI Confidence Index, un classement mondial des intentions d'investisseurs directs étrangers, qui permet comme ça de mesurer l'attractivité d'un pays. Alors parmi les enseignements, on peut noter un certain attentisme des investisseurs mondiaux et un recul de l'attractivité française, je l'ai dit dans le sommaire, mais aussi l'importance grandissante de la question des données dans les stratégies d'investissement. Ma première question, c'est est-ce que déjà les deux phénomènes sont liés? Est-ce que les entreprises françaises n'ont pas encore suffisamment pris la mesure de l'importance des données aux yeux du marché? Il est coutume de dire que la donnée, c'est la 4e révolution industrielle. Donc le monde entier est face au défi de la production raisonnée, structurée, et puis de son utilisation et de sa valorisation de la donnée, celle produite par les entreprises elles-mêmes, et puis celles qui les concernent et qu'elles peuvent récupérer, exploiter, et à partir desquelles elles peuvent préciser, affiner leur politique commerciale, mais aussi mieux opérer du point de vue, alors pour le coup, vraiment de leur mode de fonctionnement, et améliorer les conditions d'efficacité dans lesquelles elles opèrent. Donc c'est un sujet majeur. La France est, je dirais, ni en retard ni en avance. Elle est à peu près au même niveau que les grands pays européens, mais elle est effectivement en retard par rapport aux États-Unis, qui ont moins de tabous sur le sujet de la data, puisque notre civilisation européenne met très 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 haut dans ses valeurs l'intime, la sphère privée. Donc dans la data, celle qui est justement disponible et accessible pour préciser ses activités commerciales, il y a toujours chez les peuples européens une certaine réticence à abandonner cette donnée. Et c'est vrai que, excusez-moi, mais c'est vrai que cette importance de la transformation numérique, on en parle souvent comme quelque chose de concurrentiel, un avantage business pour les entreprises. On n'a peut-être pas encore pris la mesure de l'importance que ça a aussi pour les investisseurs étrangers. C'est devenu vraiment un critère décisif. Bien sûr, parce que d'abord, c'est une source de revenus très matérielle aujourd'hui, puisqu'on considère que ça représente, selon les industries, entre 10 et 30% des sources de revenus. Il y a des acteurs qui se sont spécialisés dans la monétisation de la data, donc son exploitation, sa mise à disposition des entreprises pour qu'elles puissent, là aussi, encore progresser sur leur activité commerciale ou leur efficacité opérationnelle. Donc c'est un enjeu économique déjà très matériel. Tout le monde a remarqué aussi que c'était un enjeu qui crée une forme d'hystérie dans l'économie, puisque la data vaut très cher, mais elle ne crée pas énormément de revenus directs encore. Ouais. Donc on a une sorte de décalage entre la promesse d'un monde où on pourrait manipuler une donnée qui rendrait plus intelligent, plus pertinent, plus efficace, et puis la réalité de ce qui est aujourd'hui disponible et de ce qu'on arrive encore une fois à monétiser avec. Et il y a quand même un contexte qui n'aide pas, je trouve, c'est-à-dire que d'un côté on a une crise qui freine les investissements des entreprises, mais on voit aussi que c'est aussi une crise qui inquiète et donc freine les investissements du côté des investisseurs. On fait comment pour faire son accélération numérique dans ce contexte ? La data, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a un enjeu qui vient coiffer tout cela et les écraser pour une part, c'est l'enjeu de souveraineté des nations sur la data. Puisque les pays ont compris qu'il y avait un enjeu de contrôle sur les données produites
pas simplement pour la protection du citoyen en tant que consommateur, mais pour la protection des économies et des industries, je dirais, qui sont au sein d'un territoire vraiment clé pour la pérennité, la souveraineté de ce pays. Donc la data, c'est une donnée extrêmement sensible. On l'a vu dans les moyens de paiement, on l'a vu pour les telcos, pour beaucoup d'industries. C'est devenu extrêmement sensible au point que les Européens ont légiféré, parce qu'on a la RGPD qui crée tout un arsenal de contrôles et de règles pour pouvoir effectivement disposer de plein droit des données auxquelles on pourrait avoir accès, mais pour lesquelles il faut demander des autorisations. Donc il y a aussi D'ailleurs, en parlant de souveraineté, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle de voir les investisseurs étrangers un peu moins courir après nos entreprises françaises? J'ai en tête l'exemple de Carrefour, avec Bruno Le Maire qui a été obligé d'intervenir en mettant son veto sur l'intention de rachat par un groupe canadien, donc de l'hypermarché. Finalement, est-ce que de voir ces investisseurs étrangers freiner face à la frontière française, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour la souveraineté de garder nos entreprises nationales, chez nous, portefeuille sous contrôle? Alors, je dirais que c'est peut-être une des bonnes nouvelles, en tout cas un élément de prise de conscience de la crise sanitaire, qui a commencé par une considération un peu plus générale sur le fait que effectivement, dans un cas de pandémie où finalement les chaînes d'approvisionnement traditionnelles étaient interrompues par la pandémie elle-même, il fallait d'abord être en capacité, juste avant même de se poser la question de la souveraineté, être en capacité de répondre aux besoins de ces populations dans des univers aussi sensibles que ceux de la santé, évidemment, puisque c'était le premier regardé dans la période, mais pas que. Et c'est vrai que par le raisonnement, par analogie, c'est ensuite étendu à l'enjeu de souveraineté sur les technologies. Est-ce qu'on est capable d'être demain autonome et souverain sur un certain nombre de leviers technologiques qui vont préfigurer le niveau de maturité, de croissance des économies. Donc il faut, de ce point de vue-là, effectivement, se garder de trop dépendre des autres. L'investissement étranger, il est en soi positif, puisqu'il est une marque d'intérêt sur la qualité du tissu économique, le creuset académique, le vivier de talents, la qualité de l'infrastructure, la transparence de l'économie de façon générale. Les investisseurs, voilà, la qualité en gros du terrain de jeu. Mais ensuite, effectivement, il appartient aux gouvernants, pour le coup, d'être regardant sur les intentions des investisseurs, ce qu'ils entendent faire de l'actif une fois acheté. Est-ce qu'ils ont des envies et des pulsions de déplacer les sites industriels, de les réorganiser à minima. Donc ça, c'est pour la partie emploi, sur laquelle on est évidemment éminemment prudent et vigilant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin en plus de détériorer encore plus le tissu économique et l'emploi dans ce qui reste d'infrastructures industrielles en France. Mais voilà, il y a d'autres sujets qui, encore une fois, être maître de son destin. Et il y a un chiffre, c'est 71% des investisseurs qui se déclarent préoccupés par la montée du souverainisme numérique dans le débat politique. Oui. Donc on voit l'importance que ça a. Au-delà de cette stratégie à mettre en place autour de la data et cette prise de conscience nécessaire, vous dites aussi dans votre index qu'il va falloir être résilient. Oui, résilient, parce que on espère probablement tous, en notre fort intérieur, que la crise est un phénomène qui nous a ramenés en arrière, mais qui a un effet de compensation qui va très très vite nous ramener au même niveau que celui qu'on aurait eu en tout état de cause. Avec un coût de la crise qui va peser. Voilà, donc c'est pas le cas. La résilience, c'est c'est le mode de pensée ou de figuration des années qui viennent, où il faut de la patience. Voilà, et la capacité à absorber ce choc et à accepter l'idée que ce choc va être absorbé. Il va falloir plus de temps qu'on ne le pense. Il y a des économies qui sont pas résilientes, mais pour le coup très réactives, ou à propulsion très rapide. Les États-Unis, évidemment, ont repris. Il y a énormément d'argent qui a été mis dans le système y compris Joe Biden, puisqu'il a quand même rajouté une louche de 1,9 milliard de dollars dans l'économie américaine, ce qui est quand même pas une paille pour aider l'économie américaine à surmonter cet épisode. Mais de fait, fin 2021, on devrait avoir aux États-Unis, au Japon, en Chine, retrouver, je dirais, des rythmes de croissance qui étaient ceux
je dirais, l'épisode tout avant la pandémie, ce qui ne sera pas le cas de l'Europe, hein, puisque nous, on est empêtrés à plusieurs égards. On a à la fois des plans d'aide donc, qui sont à notre échelle. Déjà, le consentement mutuel à un endettement mutuel a été long à obtenir et il n'est pas encore complètement acquis, hein, puisque la Cour constitutionnelle allemande n'a pas encore rendu totalement son avis sur le fait que c'était constitutionnel de mutualiser sa dette avec les autres pays européens. Donc déjà, cette aide, cette manne budgétaire, elle n'est pas encore arrivée dans l'économie européenne, contrairement aux milliards des États-Unis, qui sont effectivement un ingrédient extrêmement dopant pour l'économie US aujourd'hui. Donc nous, cette aide n'est pas arrivée. Et puis, voilà, je ne vais pas vous faire le dessin de l'actualité, qui est qu'on suit chaque jour le nombre de vaccinés. Ici, en France, en Allemagne, chaque pays européen ayant son propre pattern, en fait, où ça n'avance pas très vite. Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments d'éclairage sur comment on va sortir de cette crise en France et comment les investisseurs étrangers regardent aussi notre pays. Merci beaucoup Nicolas Lioliakis d'être passé par le plateau de Smartech. Je rappelle que vous êtes président de Kearney France. Alors dans notre talk à venir, j'ai invité des professionnels de la pub, ils vont nous parler de leur avenir, ils sont obligés de revoir leur copie, on va parler de publicité ciblée. Le futur de la publicité est-il inapte, la publicité ciblée? Alors on en parle tout de suite avec Vadim Vichman, directeur général du cabinet de conseil en marketing digital Wiz Genève, qui est en cours d'ouverture, si j'ai bien compris. Mais vous êtes également rapporteur de la commission publicité au sein du Mobile Marketing, de la Mobile Marketing Association France. Avec nous également Jérôme Bouteiller, que tout le monde aura reconnu, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile et chroniqueur chaque semaine de l'actualité économique du secteur dans Smartech. Alors, on va commencer par peut-être répondre de manière la plus ouverte possible déjà. Est-ce que le futur de la pub ciblée, vous le voyez inapte? Si oui, pourquoi? Et ensuite, on va expliquer quel est le détail de ce qui va se passer dans les mois à venir. Qui veut se risquer sur une réponse? Je t'en prie, Jérôme, si tu veux commencer. Allez, Jérôme. Ah oui, moi je pense que le futur de la publicité, il est inapte. D'une part, parce que les inventaires sont en train de majoritairement basculer dans cet environnement mobile, qui est distinct du web. Et d'autre part, parce que c'est un environnement qui va offrir, dès l'année prochaine, plus de capacité de ciblage que le web, notamment en raison de la fin programmée des cookies. Alors on y va. Donc les cookies, fin programmée des cookies. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Il s'agit précisément des cookies tiers. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, cet écosystème, donc c'est vrai que le mobile est assez spécifique. C'est le seul device qui a à la fois un écosystème web mobile et un écosystème in-app, donc deux écosystèmes en un, en fait, en un seul device. Et sur la partie web mobile, donc qui est concernée par les cookies, notamment les cookies tiers, elle est menacée par trois natures différentes. Premièrement, législatif, donc avec la e-privacy en 2002, la RGPD en 2018 et la CNIL qui applique depuis le 1er avril, donc depuis quelques jours, l'obligation pour les éditeurs d'avoir un consentement clair, éclairé, explicite de la part donc, de tous les éditeurs sur le marché. Donc ça, effectivement, ça met un frein quand même sur ces cookies tiers. En fait, ça les interdit pas, ça n'empêche pas d'installer des cookies, c'est juste que on va avoir moins d'utilisateurs qui, naturellement, vont pouvoir être tracés puisqu'il va falloir qu'ils donnent leur accord. Tout à fait. Puisqu'il faut déjà qu'ils donnent leur accord. Exactement. Il faut qu'ils donnent leur accord et ça va être donc la facilité, l'accès à ces cookies-là pour les éditeurs et pour tout l'écosystème un petit peu tiers qui va être renforcé. Ensuite, on a une nature technologique. Donc, effectivement, on a les GAFA. En fait, on a Google et Apple qui mettent en place aussi la Privacy Sandbox côté Google et Apple ATT. On pourra en reparler par la suite côté Apple, qui vont effectivement mettre aussi un frein et donc une chute du consentement et donc une chute des volumes, en tout cas, de ces données-là. Qu'est-ce que veut faire Google? Est-ce qu'on peut préciser les choses, Jérôme? Alors peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'un cookie. C'est une technologie qui a été inventée il y a 25 ans par Netscape, qui était le pionnier des navigateurs web dès les années 90 et qui permettait de reconnaître un internaute, par exemple, reconnaître un panier d'achat lorsqu'il revenait sur un site web, lui réafficher ce qu'il avait déjà mis au panier d'achat. Donc une technologie un petit peu pratique qui allait à l'encontre un petit peu de la philosophie du web qui était juste un mode de consultation. Dans le navigateur, on ne pouvait normalement que lire sur un serveur. Donc là, on avait fait une petite entorse en pouvant écrire un peu sur l'ordinateur de l'internaute. À cette époque-là, ça avait déjà fait grincer des dents, mais ça avait été accepté. C'était devenu une technologie normalisée sur le web et qui a été adoptée par les acteurs de la publicité
notamment pour mesurer la pression publicitaire, pour cibler les internautes et pour recibler les internautes. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a découvert l'existence des cookies. Parce que ça permet aussi une fluidification du trafic sur le web. On peut se connecter plus vite, on tape le début des mots et puis la suite s'affiche. C'est ça, ça reste un outil pratique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un usage publicitaire, notamment avec des cookies tiers qui a parfois un peu... Alors tiers, pourquoi est-ce qu'on précise cookies tiers ? Parce que c'est fourni par une autre entreprise que celui qui va gérer le site web. Donc, par exemple, sur un site e-commerce, ça va être vos propres cookies et vous allez pouvoir d'ailleurs continuer à les diffuser. Sur les cookies tiers, ça va passer par les acteurs de la publicité via des places de marché. Et là, effectivement, il y a un questionnement. Et on en vient effectivement aux annonces qui ont été faites par Google qui souhaitent, sur la future version de Chrome, et Chrome, c'est quand même un navigateur web qui a les 2 tiers du marché, à terme, arrêter Alors, qu'est-ce qui gêne Google ? Il n'est pas en train de dire on va arrêter de cibler, de faire de la publicité ciblée, parce que Google, c'est un acteur majeur de la publicité. Il est en train de dire on va changer de technologie ? Il est surtout en train de dire qu'il va sécuriser ses cookies tiers au sein de son propre navigateur. Donc effectivement, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est qu'on ne va plus avoir, pour les partenaires tiers, encore une fois, ils vont plus difficilement avoir accès à ces cookies sur l'écosystème Chrome qui effectivement représente 60% de part de marché, en tout cas en France. En fait, la Google Privacy Sandbox, c'est quoi ? Ça implique une centralisation des cookies au sein du navigateur qui va redistribuer les données, les segments d'audience, les segments data dans le monde publicitaire aux acteurs via des API. Donc en fait, c'est un contrôle de Google. Google reprend encore plus la main et contrôle encore mieux effectivement toutes ces données-là. Il va forcément avoir des implications très fortes côté éditeur, côté annonceur, de prendre en charge et prendre en compte ces changements-là. Et pour Google, la redistribution de ces données via des API, elle se fera via des segments d'audience que Google va qualifier et non plus des acteurs tiers. C'est-à-dire que c'est Google qui va qualifier les segments d'audience. Ils vont faire donc des cohortes, ce qu'ils appellent des cohortes de segments. Donc c'est à minima 5000 personnes, ce qui leur permet d'anonymiser un petit peu ces données-là et donc les redistribuer au marché. Donc là où déjà Sachant qu'en plus, c'est quand même le navigateur dominant en France, j'imagine ça pose quelques questions. Vous avez écrit une lettre à ce sujet, je crois, au sein de l'association. L'association, la Mobile Marketing Association France, avec 15 autres associations, on a écrit une lettre ouverte au PDG d'Apple pour l'alerter. De Google ou d'Apple ? D'Apple, pardon. Oui, la lettre ouverte, c'est sur oui, Apple. alors d'accord. Alors donc, on va quand même terminer sur Google. On ne va pas aller trop vite. Mais en tout cas, sur le web, on va effectivement basculer d'une logique de ciblage individuel avec le cookie à une logique de ciblage par cohorte avec, Lynn m'avait expliqué, des groupes de 5000 personnes qui sont assez cohérents en termes d'affinité. Donc, on pourra continuer à faire un ciblage de groupe, mais ça sera effectivement un ciblage un petit peu moins précis. Et si on en croit les annonces de Google, le déploiement de cette technologie qui s'appelle la Privacy Sandbox, c'est dès 2022. Donc pour tous les acteurs de la tech qui étaient déjà assez bousculés par la montée en puissance du RGPD, tout un tas de nouvelles règles, il y a cette date limite 2022 dans le monde. Alors ça sera peut-être un peu plus tard en Europe parce qu'apparemment il y aurait peut-être avec le RGPD des complications, mais en tout cas on sent la volonté des acteurs, notamment américains du secteur des navigateurs web, Apple et Google, de contrôler énormément l'usage de ces technologies-là. Et donc, effectivement, le futur de la publicité ciblée, il ne sera peut-être plus sur le web, il sera dans d'autres écosystèmes, et notamment les applications. Alors, on en vient à Apple, parce qu'on a vu une vidéo, on l'a diffusée d'ailleurs dans Smart Tech, une vidéo de Tim Cook qui se positionne comme un défenseur de la vie privée. Il en appelle même à chaque citoyen à prendre conscience de l'importance de la protection de ses données et à lutter contre un ultra-ciblage sur le web et sur le mobile. Vous ne l'entendez pas de la même oreille, vous, visiblement. Alors c'est un angle marketing aussi que Apple a depuis plusieurs années. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est eux qui ont créé l'IDFA, donc l'identifiant publicitaire anonyme sur l'écosystème mobile. C'est eux, effectivement, qui ont créé donc, cet identifiant-là. Et aujourd'hui, ils arrivent effectivement avec un discours et un angle de se dire on veut sécuriser pour les consommateurs leurs données personnelles à travers effectivement la mise en place d'une nouvelle pop-up. Donc c'est le fameux Apple ATT. C'est l'obligation pour tous les éditeurs applicatifs d'inclure une pop-up de consentement auprès des utilisateurs concernant le traçage publicitaire.
En fait, il fait du RGPD. Il fait du RGPD. Worldwide. Voilà. Exactement, il fait un RGPD. Il adopte le règlement européen. Eh bien non, c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on a fait une lettre... Qu'est-ce qui vous gêne Ce qui nous gêne, c'est que cette pop-up, déjà, elle est imposée par Apple. Elle n'a pas été concertée avec les acteurs, mais effectivement, c'est eux qui ont créé leur écosystème, donc ils créent un petit peu leurs règles. Le problème, c'est que cette pop-up, en Europe en tout cas, n'est pas RGPD compliant. Elle n'est pas RGPD compliant parce qu'elle n'est pas modifiable, elle n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'effectivement on prévient l'internaute que l'application va utiliser ces données à des fins publicitaires, mais on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas comment, et en plus de ça, c'est un consentement qui est très binaire, c'est effectivement j'accepte, je n'accepte pas, mais il n'a pas la possibilité de voir la liste des partenaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait une lettre à ce sujet-là, parce qu'il ne respecte pas en fait la RGPD en Europe. Et vous pensez quoi? Que c'est de la mauvaise volonté? Que c'est une façon de favoriser son propre business? Non, je pense qu'en fait, Apple pense très worldwide. Leur gros marché est aux US, mais aussi partout dans le monde, et que cette législation en Europe, il faut qu'ils affinent un petit peu la mise en place de cette pop-up. Donc, ce qu'on demande, c'est pas le retrait de la pop-up, c'est tout simplement qu'on puisse avoir un petit peu plus de latitude, en tout cas pour les 2 millions d'applications qui sont concernées, d'éditeurs qui sont concernés par cette pop-up-là, qui puissent avoir de la latitude sur la modification et l'adapter. Alors, de toute façon, quel que soit le résultat de cette lettre, on sait que les choses vont devenir quand même deviennent petit à petit beaucoup plus compliquées pour faire du ciblage publicitaire sur le web. Et quand je dis sur le web, c'est le web mobile et le web fixe, les deux. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour revenir sur la question d'Apple, il y avait aussi une complexité, c'est que Apple est aussi un acteur de la publicité désormais. Ils ont leur propre plateforme qui s'appelle Search Ads, mais dans cette plateforme-là, Apple explique qu'ils n'utilisent que des cohortes, un peu comme le même système de Google Flock. Donc pour leur propre publicité, ils font un système d'anonymisation, et eux, ils considèrent du coup qu'ils n'ont pas à demander de consentement puisque la donnée individuelle est anonymisée. Mais dans l'écosystème d'Apple, sur les applications iOS, il y a pourtant encore un outil de ciblage individuel qu'on appelle chez Apple l'IDFA, ou alors on peut aussi appeler ça un Advertising ID. On peut aussi dire que c'est le cookie des apps. Et ce cookie des apps, il est à la disposition des éditeurs d'applications, sous réserve qu'ils aient le consentement, worldwide désormais, pour faire une publicité ciblée. Et du coup, effectivement, l'écosystème applicatif, et notamment celui d'Apple, va désormais devenir préférentiel pour les annonceurs pour faire une publicité ciblée. Il va être plus performant que le web. Alors sur les applications, on y vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cookies dans les applications? On a parlé de l'IDEA, donc les cookies d'Apple. Est-ce qu'il y a des cookies d'annonceurs classiques dans les applications? Non, alors effectivement, le domaine applicatif reste sur cette notion de device ID, donc IDFA côté Apple et GAID qui est l'équivalent côté Google. Merci Android. Donc on est vraiment sur un écosystème sur du device ID. Un device ID qui est beaucoup plus périn en termes publicitaires et même de suivi de mesure, parce qu'il a à peu près... Device ID, juste pour traduire, ça veut dire qu'il dépend de l'appareil que j'utilise. Exactement. Et non pas de l'application. Exactement. Il n'est pas géré dans le navigateur web, il est géré plus bas dans le système d'exploitation. Ni dans le logiciel applicatif, c'est vraiment dans l'appareil. Et donc il a la durée de vie de votre téléphone, donc c'est-à-dire à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'était quelque chose de très périn. Là où le cookie était déjà, même précédemment, même si on oublie tous ces sujets-là, avait une durée de vie de 15-30 jours à peu près. Donc c'était vraiment très différent. Et donc en fait sur l'écosystème mobile, on a le web mobile qui exploite du cookie et donc qui est soumis effectivement à Google Privacy Sandbox en partie, notamment sur Android, et Safari en fait et Firefox avaient déjà bloqué plus ou moins les cookies, donc ça devient vraiment très très restreint. Là où sur le domaine applicatif, effectivement, on est sur du device ID. Le bénéfice de l'applicatif, c'est qu'on a accès à une donnée de géolocalisation, notamment qui est très propre du coup au mobile, parce qu'on l'a toujours avec soi et tout le temps parmi nous. Et donc on arrive à suivre le déplacement de millions de mobinautes, alors de façon agrégée en segments d'audience, ce qui permettait à la fois des insights, à la fois du ciblage et à la fois de la mesure. Là où on ne l'a pas sur la partie web mobile. Mais le web mobile a aussi la capacité et va pouvoir se renouveler, revenir sur des ciblages un peu plus historiques qui vont être des ciblages contextuels, finalement, de recibler des catégories, des sites spécifiques parce qu'on veut adresser une audience derrière, du ciblage sémantique aussi, on va pouvoir cibler des mots-clés, des articles qui contiennent des mots-clés et continuer à faire du search, notamment via Google, sur la partie web mobile. Et on a aussi tous les ciblages de contenu, donc vidéo, images, qu'on va pouvoir continuer à adresser. Donc la publicité personnalisée n'est pas morte en tant que telle, elle sera juste différente, elle reviendra un petit peu sur des basiques et elle sera un peu plus maîtrisée. Donc on n'est pas dans une phase d'innovation là. C'est clairement un retour vers le futur. On nous ressort des technologies de ciblage des années 90 et 2000, le ciblage contextuel, parce qu'on n'a plus la capacité, on anticipe la fin d'un ciblage individuel sur le web. C'est quand même,
on va pas se mentir, une catastrophe pour beaucoup d'acteurs de la tech qui avaient tout construit autour de cette notion de ciblage individuel, parce que ça avait une plus grande performance et une plus grande efficacité, un meilleur niveau de monétisation pour beaucoup d'éditeurs. On entend ce chiffre de moins 50% sur les revenus publicitaires pour beaucoup d'acteurs lorsque on durcit les règles et du consentement et qu'on anticipe la fin des cookies. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle. Le point quand même que moi je tiens à relativiser, c'est que de toutes les façons, le web, quoi qu'on dise, c'est déjà un inventaire qui devient minoritaire. Les audiences ont basculé sur le mobile et sur le mobile, les audiences ont basculé dans les applications. Donc, toutes les façons... Alors ça, est-ce que je voulais quand même qu'on discute de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vérifié? Est-ce qu'on a vraiment basculé dans les applications plutôt que le web mobile? On en parlait juste avant avec Jérôme, mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait d'avoir des vrais chiffres clairs dessus. Déjà parce que c'est très changeant et c'est des usages qui sont très différents. Le web mobile, ça va être ça va être parcellaire, c'est-à-dire qu'on va faire plein de connexions, mais de façon très courte, là où l'applicatif va être plutôt sur de la fidélisation et va avoir un temps passé effectivement beaucoup plus long. Mais j'aurais jamais autant d'applications que je consulte de sites sur mon web mobile. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. On sait qu'aujourd'hui, les 2/3 des audiences se font sur mobile. Ça, c'est des chiffres confirmés à peu près par tout le monde, y compris Médiamétrie. On sait aujourd'hui, c'est des chiffres qui ont pratiquement 5 ans, que 90% du temps mobile est dans les applications. Ça, c'est un chiffre énorme qu'on a souvent tendance à oublier, mais c'est une réalité. Le temps mobile, c'est du temps in-app. Et moi, j'ai refait le calcul pour notre débat de ce matin sur un classement qui est le classement OJD ACPM. C'est le classement des plus gros sites médias français. Il n'est pas exhaustif, il manque Google, il manque Facebook, mais en tout cas, il donne une bonne indication des tendances. Et c'était un classement qui, pendant longtemps, était majoritairement web. Et selon mon calcul, aujourd'hui, 52% des visites du classement OJD se font dans les applications. 75% des inventaires médias se font dans les applications. Donc, on est non seulement dans du mobile first, mais on est désormais dans de l'app first. Si je vous donne un chiffre, par exemple, qui est celui de l'équipe a 81 millions de visites pour son site web, 104 millions de visites pour son application. Et l'équipe a 456 millions de pages vues par mois dans son site web et plus d'1 milliard de pages vues pour son application. Donc on a basculé dans des inventaires qui sont des inventaires principalement applicatifs. Mais là, ça favorise quelques marques, parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir 1000 applications sur son smartphone. Le temps qu'on y passe, il est très précieux, j'imagine, pour les annonceurs, mais on va passer du temps sur combien en moyenne d'applications? 5, 6? Et c'est vrai, et c'est là où ça va renforcer en fait les GAFA dans leur existence. C'est-à-dire que effectivement, le temps passé est beaucoup porté par l'INAP, beaucoup porté par les réseaux sociaux dans la globalité. Les investissements publicitaires sont très portés par Google et Facebook finalement. Donc ça va renforcer leur position. Ça va renforcer la position des réseaux sociaux, de Google et d'Apple. Donc c'est vrai que c'est là où ça va être un petit peu compliqué, là où il y avait beaucoup d'acteurs, tout un écosystème qui s'était créé autour de Google et d'Apple, qui ont créé des structures, beaucoup de French Tech, de start-up, d'ailleurs dans tous les pays. Là, ça va remettre un frein et il va y avoir des nouvelles règles qu'il va falloir appliquer. Et en plus de ça, c'est vrai que plus globalement, on a aussi la Convention citoyenne pour le climat, donc il y a un enjeu politique également, qui n'est pas vraiment en faveur de la publicité, encore moins personnalisée. Et donc, ça va être aussi un enjeu. Donc, il y a un enjeu législatif, technologique, mais aussi politique qu'il va falloir prendre en compte. Donc, il faut absolument que le marché, les annonceurs, il est urgent de comprendre vraiment tous ces enjeux-là et de le suivre, parce que ce n'est pas tout à fait nouveau. Google Privacy Sandbox, ils l'ont annoncé en 2019. On l'a vu venir au fur et à mesure. C'est pas tout à fait fini. Ce qu'on se dit là ce matin, ça se trouve dans 4 mois, ce sera radicalement différent parce qu'ils auront pris un autre angle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Ça, c'est terrible parce qu'en fait, vous dépendez. Il y a tout un secteur, des acteurs, un écosystème qui dépend de où vont finalement aller Apple et Google. Oui, alors là, il y a des véritables questions, effectivement. Moi, j'estime qu'en France, les GAFA représentent entre 90 et 95% de la publicité mobile. Et si on élargit un petit peu, on est peut-être à 75% sur l'ensemble de la pub digitale. Donc, c'est effectivement des acteurs qui sont en position dominante. Certains sont de facto jugés partis. Et il y a un débat qui est parfaitement légitime sur la privatisation de la privacy. Qu'effectivement, on demande finalement à des acteurs qui sont des
acteurs de la pub de mettre en place les infrastructures de la pub. Et Google, par exemple, ne s'est pas tourné vers l'IAB, mais s'est tourné vers le W3C pour travailler sur la sandbox. Donc ça pose aussi des questions sur la représentativité des acteurs de la pub, ces petits acteurs face à ces géants qui les écoutent gentiment, mais qui n'appliquent pas forcément leurs demandes. Et là, il faudra effectivement discuter avec les régulateurs, peut-être, pour s'assurer que le nouvel écosystème qui est en train de se créer est équilibré. Mais les régulateurs, paradoxalement, parfois en France, ils donnent raison aussi aux GAFA. Donc ça devient assez compliqué d'avoir la CNIL et Apple qui travaillent main dans la main contre les propres acteurs français de la pub. Et ça, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur des règles. Oui, mais si ça se fait aux dépens de nos acteurs nationaux, on peut aussi se poser la question de la pertinence de certains choix qui peuvent être faits. Et il y a un débat qui devrait du coup être peut-être plus politique que juridique. Est-ce qu'on veut ou pas des acteurs européens ou français capables de rivaliser avec les grands groupes américains ou chinois? Les Chinois ont fait ce qu'il fallait, les Américains ont des super champions. En France, on en avait, on est en train de les fragiliser. Donc là, il y a un débat politique qu'il faudrait peut-être effectivement mener. Alors, on est connecté par visio, je crois, avec Thomas Fagot, fondateur et président de Mob Success, qui est un spécialiste de la génération de trafic sur mobile. Bonjour Thomas. Merci de nous rejoindre dans ce débat. On a pas mal avancé. Peut-être qu'on n'a pas encore abordé à quoi ressemble cette publicité in-app, qui serait peut-être un futur de la publicité ciblée. À quoi ça ressemble et quels en sont les avantages? Bonjour, effectivement, la publicité in-app propose des formats assez spécifiques, contrairement au web mobile. L'un des formats phares aujourd'hui est l'interstitiel. Lorsqu'on ouvre une application, le fameux bandeau qui s'ouvre avant d'avoir accès au contenu. C'est un format qu'on exploite encore beaucoup aujourd'hui, car il est assez impactant et on sait que tout le monde peut le voir. Donc ça fait partie des formats qu'on privilégie beaucoup dans cet environnement, qui existent sur le web mobile, mais souvent avec un comportement beaucoup plus approximatif. C'est pour ça qu'on l'emploie plus en natif. Et quels sont, selon vous, les avantages de cette application? Est-ce que ça peut représenter demain comme marché pour la pub? Pour nous, en fait, la publicité, c'est toujours fait uniquement sur les applications in-app. On achète à peu près 2 milliards d'impressions chaque année, parce qu'en fait, on est des apps natives. On a commencé le marketing par ce biais et effectivement en fait l'INAP propose de la donnée de géolocalisation plus fiable, propose le fameux IDFA ou GAID qui permet d'identifier un mobinote et qui nous permet de faire de la réconciliation et du ciblage par rapport aux impacts des campagnes. Donc c'est un environnement qui est à notre sens plus qualitatif en tout cas dans une stratégie publicitaire et surtout qui ne dépend pas des cookies, ce qui est plutôt aujourd'hui pour nous une bonne nouvelle. Mais on reste quand même dans une dépendance Google-Apple, y compris avec cette pub ciblée in-app. Alors, il y a des initiatives qui sont lancées pour amener un peu de positivité quand même dans ce débat. Il y a des initiatives. Il y a ID5 qui vient de lever 6 millions il y a quelques jours, qui propose un ID un peu unique et justement en dehors de ces écosystèmes, alors qui s'appuie évidemment sur l'écosystème des GAFA, mais qui propose un ID un peu différent. Il y a aussi un collectif Swan que j'ai vu passer qui permet aussi une approche similaire, c'est-à-dire d'avoir des ID un peu différents de Google et d'Apple et qui pourront être travaillés effectivement en programmatique. Donc c'est des initiatives qui sont bonnes, qui lèvent des fonds, donc qui portent de l'intérêt. Après, il faudra voir évidemment si ça peut perdurer dans le temps. Moi, effectivement, je commence à faire le deuil de l'open web et on a un marché du digital qui va ressembler peut-être au marché des consoles, avec 3 ou 4 grandes entreprises qui vont effectivement contrôler tout un écosystème, imposer leur technologie. Et il faut reconnaître que dans l'environnement in-app, il y a aujourd'hui 2 acteurs. Peut-être qu'il y aura un Chinois bientôt avec Huawei qui veut être ce 3e grand écosystème, mais il n'y a pas d'Européen, c'est clair. Et Google et Apple aujourd'hui définissent les règles et l'IDFA d'Apple ou le Google ID sur Android reste aujourd'hui effectivement utilisé. Et puis les boîtes comme Mob Success qui ont fait ce choix technologique, aujourd'hui, ont un coup d'avance sur le marché parce qu'elles vont pouvoir gérer cette révolution des prochaines années, là où ceux qui avaient misé sur le cookie vont avoir besoin de changer complètement de socle technologique. Une dernière question, mais très rapidement, Thomas Fagot, on arrive à la fin de ce débat. Qu'est-ce que pourrait représenter ce marché de l'INAP dans 1 an, dans 2 ans au niveau mondial ? Alors, au niveau mondial, je ne pourrais pas prétendre y répondre, mais je pense qu'il devient assez majeur. D'accord. Allez-y. Je pense qu'il devient assez majeur et il ne faut pas oublier aussi que le marché in-app aussi, il y a une grosse partie de
publicité qui est concentrée aussi sur toute la partie gaming, avec beaucoup de jeux qui sont financés exclusivement par la publicité. C'est pas parce que les gens jouent que c'est pas les gens qu'on souhaite cibler. C'est que traditionnellement, on allait chercher des supports très premium ou considérés comme premium. Aujourd'hui, on a tous les utilisateurs qu'on peut toucher au sein des apps de jeu. Et je tenais à rajouter aussi, contrairement au trafic web, finalement, la publicité in-app, c'est un trafic qui est plus captif. Et on pourrait également s'appuyer à terme certainement sur la donnée loguée, qui sera de plus en plus présente au sein de ces applications, pour finalement faire des choses assez similaires qu'avec un cookie ou un IDFA, sans être dépendant des GAFA. Merci beaucoup. Merci Thomas Fago de nous avoir rejoint, fondateur et président de Mob Success. Merci Vadim Wichman, général manager de Wiz Genève, rapporteur de la commission publicité au sein de la Mobile Marketing Association France. Et merci à Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile, pour ce plateau que vous nous avez organisé. On a vu aussi combien ce débat n'était pas seulement juridique, mais également politique. À suivre, eh bien, c'est une autre actu dans le mobile. Là, c'est LG qui, lui, a choisi d'abandonner le marché des smartphones et la décision est mondiale. Elle prendra effet dès cet été. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le regard disruptif d'Alain Staron, auteur d'Auto-Disruption, CEO d'Amborella. Bonjour Alain. Alors, je le disais, donc, le constructeur sud-coréen de smartphones LG a décidé d'arrêter totalement la production, la vente de mobiles cet été partout dans le monde. Question à un disrupteur, est-ce que arrêter soi-même une de ses activités, c'est s'auto-disrupter ? J'allais dire c'est la première marche, mais ça ne suffit évidemment pas. Quand on regarde rapidement ce qui s'est passé, LG est né dans les années 40, se lance dans l'électronique grand public dans les années 70. En 2002, 3% de part de marché dans les téléphones mobiles. En 2008, 6%. Et après, la chute. Ce qui s'est passé quoi en 2008 ? C'est que 2007, un certain Apple a sorti un iPhone. Et donc, ils se sont lancés dans le smartphone avec 3 ans de retard et ils n'ont pas réussi à combler le trou. Ils ont quand même lancé un super truc au CES, là, le téléphone Wing. Qui se tourne dans qu'on ne verra pas, donc. Et on peut l'acheter, mais c'est fini. Et en fait, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas visiblement convaincu les utilisateurs, non plus les repreneurs. LG avait mis en vente au mois de janvier sa filiale mobile, et puis il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il leur manque à LG ? Qu'est-ce qu'il leur a manqué pour s'attaquer à un Samsung, quand même nationalité, sud-coréen également, et à Apple ? C'est une question très difficile. Derrière, il y a 2 motos, l'innovation et le marketing. Et en fait, on peut être très fort en innovation, très fort en marketing, mais ne pas comprendre le fond du marché et donc de ses clients. Ce qu'Apple a très bien compris, ce que Nokia n'avait pas compris par arrogance, en disant jamais Apple n'y arrivera, un téléphone, c'est un téléphone. LG est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, quand même, dans la téléphonie, il reste Apple, Samsung et 3 Chinois. Les jeux sont quand même très, très difficiles. Alors, donc on voit c'est un marché compliqué, tellement compliqué, donc LG décide de l'abandonner. On dit que c'est pour se recentrer sur d'autres activités. Où est-ce qu'il a intérêt de porter son investissement aujourd'hui ? Voilà, pour répondre à votre première question, la deuxième marche de l'autodisruption, c'est où je vais. Ouais. Où je vais pour disrupter les autres marchés. Alors, on peut faire très simple, on va regarder dans l'ordre les marchés où LG est fort. D'accord. Le premier, c'est la télé. Ils sont numéro 2 mondial, 16% de part de marché, derrière Samsung 20 et devant Sony 7. Bien. En télé, vous savez bien, ce qu'on regarde d'abord, c'est la dalle. Leader mondial de l'OLED, l'écran très très lumineux, tout ça, donc ça va très bien. Et puis, c'est un écran qui peut en plus être souple, donc ils font des télés enroulables, qui peut même être semi-transparent. Ils font des télés semi-transparentes, on en avait parlé ensemble après le CES. Est-ce que ça va être une disruption mystère ? Donc ça, on ne sait pas, mais l'OLED, écran souple, a plein d'autres débouchés. Ils ont voulu en faire des téléphones. Bon. C'est ce que j'allais dire, ça aurait pu fonctionner sur des téléphones. Mais non, ils n'ont pas réussi. Et en revanche, ils sont leaders mondiaux de la production de ces écrans pour l'automobile. Là, c'est donc un sujet. Et quand on regarde bien, LG vient de lancer une co-entreprise avec Nextdorf pour faire des cockpits. Et à nouveau, on en avait parlé au mois de janvier. Une automobile, si c'est des roues faciles à faire, un moteur facile à faire, d'ailleurs, LG lance une autre entreprise avec Magna pour faire des moteurs. Finalement, et qu'elle est autonome, finalement, on est dans son automobile comme dans son salon. Eh bien, c'est donc l'électronique grand public qui peut gagner. Et donc, il se lance dans le cockpit. Au CES, on voyait quand même le cockpit de Samsung. Alors, 13 écrans qui montent et qui descendent. Il y a un gif, c'est pas si va passer à l'antenne. Et puis, surtout, le cockpit de Mercedes, qui est très beau et qui fait une possible disruption, on verra plus tard,
Parce qu'ils savent, Mercedes, que le conducteur n'a pas beaucoup d'attention. Donc ils savent mieux que tout le monde, mieux que personne, gérer l'attention. Donc on verra. Ils se lancent dans l'automobile, mais équipementier, enfin, on n'a jamais dit qu'LG, ils ne vont pas faire une voiture comme Sony, qui a une voiture qui roule, ou encore moins comme Apple. Ils ne vont pas produire une voiture autonome comme Tesla. Voilà. Mais Apple, ils seront peut-être dans cet écosystème. Ils vont se mettre dans cet écosystème. Une brique importante. Équipementier rend d'eux difficile d'être vraiment disruptif. Hein. Disruptif, à un moment, il faut avoir le produit qui fait la différence. Bon. Donc l'écran, ça va être compliqué, mais dans la télé, il n'y a pas que l'écran, il y a après tout l'écosystème. Et donc, ils ont annoncé avoir racheté Alfonso, là, au mois de janvier. Qu'est-ce que c'est qu'Alfonso ? C'est une boîte qui fait de l'étude d'audience et qui sait très précisément ce que les gens font. Et il se dit, je vais m'en servir pourquoi ? Pour LG Channels. Vous connaissez LG Channels ? Pas du tout. C'est un J'imagine, vu le nom. C'est un service de streaming. Et là, autre problème, comment vous voulez disrupter le streaming quand Netflix est lancé en 1997 et en 2007 avec le streaming, que Netflix a fait le boulot extraordinaire de la technique, qu'un Disney+, n'arrive pas bien à faire. Si vous avez Disney+, ça lag un peu. Si vous avez Prime, ça lag un peu. Si vous avez Apple+, ça lag un peu. Pardon, je ne fais pas de publicité. Netflix, ça marche très très bien. Mais surtout, ça, c'était le combat d'avant. La disruption maintenant dans le streaming, c'est quoi ? C'est les contenus. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard. D'ailleurs, on a un Français qui se lance, mais bon, c'est un autre sujet. Un autre sujet, on n'avait pas le temps. Donc c'est peut-être une autre thématique. Donc la télé sur l'écran, très bien, ça peut se déboucher ailleurs, à voir comment. Sur la partie servicielle, pas sûr qu'ils y arrivent. Donc après, qu'est-ce qu'ils font, LG ? Quand ils font la télé, ils font des home appliances, le blanc, les frigos, le machin, le truc. Ouais. Et là, déjà, bonne nouvelle, ils sont numéro 3 derrière Whirlpool, qui a le numéro 1 et le numéro 2 avec sa marque américaine Amana. Et derrière eux, il y a Miel, Samsung, Gagno, Frigidaire. Il n'y a pas de chinois. Pourquoi il n'y a pas de chinois ? Une machine à laver ou un frigidaire, c'est gros et c'est lourd. Donc le coût du transport dépasse l'économie qu'on fait en ayant construire ces produits dans des usines vietnamiennes ou chinoises. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Sauf que c'est des produits qui ont 100 ans. Comment vous allez disrupter un produit qui a 100 ans ? Donc il y a 4 ans, ils ont lancé un truc qui s'appelle ThinQ, de l'intelligence artificielle dans les objets connectés. À quoi ça servait il y a 4 ans ? À contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau. Vous voyez contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau. Bon. Donc là, ils vont un cran plus loin en disant, en plus, ça vous permet de dire si votre machine marche bien, et si elle ne marche pas bien, vous faites de la maintenance prédictive et on vous dit quoi faire. Et on ne sait pas du tout où ça va aller. Aujourd'hui, c'est très très loin de se dire on va disrupter le marché de la cuisine, de la maison, même si c'est leur motto. Hein, avec ThinQ, vous ne vivrez plus comme avant. C'est smart living. C'est fort quand même. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Eh ben, ce sera votre dernier mot. Qu'est-ce qui reste ? Les objets connectés. Les robots. Les robots, l'intelligence artificielle. Les robots, donc ils ont une gamme de robots qui sont juste une plateforme autonome qui peut porter 15 kilos. Ils la mettent dans les hôtels, dans les aéroports, dans les hôpitaux, en attendant de les mettre un jour chez vous. Eh ben, si je vais retenir juste un truc. Oui, alors juste un. Oui. Le mobile, c'était l'objet à travers lequel les hommes et les femmes se connectaient entre eux. Ils arrêtent ça, pourquoi ? Parce qu'ils pensent que l'avenir, c'est les objets qui se connectent entre eux. À suivre. Merci beaucoup Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur d'Autodisruption, CEO d'Amborella, pour cette analyse sur l'arrêt des smartphones chez LG. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. On aura une grande interview, c'était vendredi demain.